Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 28 février, je vous propose de commencer notre tour en Australie, où la question de la voix des peuples autochtones au Parlement, une lutte politique très ancienne, suscite en ce moment de nombreux débats dans la société australienne. Nous irons également dans le Pacifique, aux îles Fidji, où a été actée la réconciliation des pays membres du Forum des îles du Pacifique. Nous ferons également un détour en Nouvelle-Guinée pour évoquer 2 récents kidnappings de ressortissants néo-zélandais avec des contextes bien distincts. Corée du Sud ensuite, où l'Assemblée nationale a adopté une motion appelant le Japon à retirer sa candidature qui soumet la mine de Sado à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, un site industriel au sombre passé qui se heurte aux réticences du Japon de reconnaître les responsabilités historiques de son gouvernement pendant la Seconde Guerre mondiale. En Australie, le gouvernement fait campagne activement depuis plusieurs semaines pour la mise en place d'une représentation autochtone auprès du gouvernement et du Parlement australien et pour l'inscription de cette représentation dans la Constitution australienne. Le vote sera l'aboutissement pour de nombreux groupes de protection des droits aborigènes de plusieurs années voire de décennies de militantisme. Cette représentation, souvent abrégée en Australie sous l'expression « The Voice », serait un groupe consultatif qui représenterait les aborigènes d'Australie ainsi que la population autochtone du détroit de Torres qui peuple le nord du pays. L'Australie va organiser un référendum en octobre prochain pour accorder ou non cette voix à la population autochtone. Si le oui l'emporte, le gouvernement et le Parlement devront consulter le groupe sur les questions nationales impliquant la majorité de la population autochtone. Le référendum divise le monde politique australien, l'extrême gauche veut aller plus loin et réclame un traité, tandis que le camp conservateur s'y oppose et craint la mise en place d'un système de co-gouvernance et une subordination du Parlement et du gouvernement à cette voie qui n'a pourtant qu'une visée consultative, comme l'a rappelé le Premier ministre. Ce dernier a appelé en janvier à voter en faveur du référendum et son gouvernement insiste pour que la Constitution soit modifiée afin de répondre à une aspiration de la population autochtone telle qu'elle a été exprimée dans la déclaration d'Uluru de 2017. Le gouvernement affirme que l'instauration de la voix sera une étape importante pour réduire les disparités entre la population autochtone et la population blanche australienne. Anthony Albanese a aussi déclaré que la victoire du non enverrait un mauvais signal concernant la réconciliation et nuirait également à l'image de l'Australie à l'étranger. Les aborigènes d'Australie et la population autochtone du détroit de Torres représentent seulement 3% de la population, mais sont largement surreprésentés dans les prisons, tout en pâtissant d'un retard de développement économique, d'une espérance de vie plus courte, sans compter les discriminations. Mais il sera difficile à la majorité de parvenir à une victoire du oui et de réussir à mobiliser la population, car l'initiative doit être soutenue par une majorité d'électeurs dans une majorité d'États. Un défi de taille, surtout lorsqu'on sait que seuls 8 référendums sur 44 propositions ont été adoptés depuis 1901 en Australie. La semaine dernière a eu lieu sur l'île de Denarau, dans l'archipel des Fidji, une retraite spéciale des dirigeants du Forum des îles du Pacifique, le premier événement où les pays membres du Forum étaient de nouveau réunis tous ensemble après le divorce opéré entre les pays micronésiens et le reste de l'organisation. Les pays ont affiché la réconciliation et le secrétaire général du Forum, Henri Puna, qui est pourtant à l'origine de ce divorce, a assuré que la fracture, je cite, était désormais de l'histoire ancienne. Pour rappel, en février 2021, Nauru, les Palaos, les îles Marshall, les Kiribati et les États fédérés de Micronésie avaient annoncé leur retrait de l'organisation après l'élection d'Henri Puna au secrétariat général du Forum et avaient déploré le manque de représentation de la Micronésie à la tête de l'organisation. C'était aussi la première rencontre la semaine dernière depuis le retour de l'archipel des Kiribati au sein du Forum, après son retrait officiel en juillet 2022.
Le président de l'archipel, Taneti Mahamao, a été accueilli par Henri Puna avec une accolade et a déclaré que le Forum des îles du Pacifique était désormais, je cite, « une famille réconciliée ». Le nouveau Premier ministre des îles Fidji, Sitiveni Rabuka, a été salué pour son rôle après avoir réussi à convaincre les Kiribati de revenir au sein du Forum. Une cérémonie traditionnelle fidjienne de réconciliation, appelée Mataniga Sao, a d'ailleurs été organisée pour s'excuser du tort fait aux membres micronésiens du Forum. La retraite spéciale, qui a débuté jeudi, a abouti au choix de Baron Waka, ex-président de Nauru, pour succéder à Henri Puna après la fin de son mandat en 2024. Par ailleurs, les dirigeants se sont mis d'accord pour créer 2 bureaux sous-régionaux, un commissaire de l'océan Pacifique qui sera basé au Palaos et un bureau sous-régional en Micronésie qui sera établi au Kiribati. Le président des Palaos, Surangul Whipps Jr., a salué la décision, affirmant que cette dernière témoignait du fait que le Pacifique Nord n'avait pas été oublié. Un envoyé spécial sera aussi envoyé à Washington pour diriger un bureau de représentation permanent du Forum auprès de l'ONU, et ce sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui paieront la note, dont le montant se porte à 3 millions de dollars, soit environ 1,7 million d'euros sur les 3 prochaines années. Radio New Zealand a rapporté les propos de la vice-première ministre de Nouvelle-Zélande, Carmel Sepuloni, qui a participé à la retraite et a déclaré que regagner la confiance dans le Pacifique était plus important que jamais, à l'heure où la région est, selon elle, l'objet de compétition et d'influence croissante de la part de la Chine et des États-Unis. 2 affaires de kidnapping ont occupé les autorités des 2 côtés de la frontière sur l'île de la Nouvelle-Guinée au cours de ces dernières semaines. Un pilote néo-zélandais a été enlevé le 7 février dans la région de Nuga après son atterrissage par la West Papua National Liberation Army, un groupe armé qui réclame l'indépendance de la Papouasie occidentale sous contrôle indonésien depuis son annexion en 1962. Le groupe a assuré que le pilote n'était pas en danger et qu'il n'avait été ni intimidé ni terrorisé. Sebi Sambom, un porte-parole du groupe rebelle, a déclaré dans une vidéo que le groupe détruirait des villes de Papouasie occidentale, des montagnes aux zones côtières, afin de mener, je cite, « la révolution totale » et de ne pas perdre leur population aux mains de l'armée et de la police indonésienne. Le groupe en question, qui réclame une médiation de l'ONU, est dirigé depuis 2017 par un rebelle de 24 ans, Egyanus Koyoga, décrit par les forces indonésiennes comme jeune et radical. Si le mouvement indépendantiste papou existe depuis la fin des années 60, les attaques de groupes rebelles sont de plus en plus fréquents en Papouasie occidentale depuis 2018, avec des attaques contre la police et l'armée indonésienne et même contre des ouvriers. Si les négociations sont toujours en cours 3 semaines après l'enlèvement, c'est que ce dernier a eu lieu dans une zone montagneuse particulièrement reculée. Les autorités indonésiennes ont déclaré qu'elles avaient localisé l'endroit exact où était détenu le pilote, mais que le gouvernement néo-zélandais était intervenu pour empêcher une intervention de l'armée, Wellington souhaitant éviter tout acte de violence pour libérer son ressortissant dans cette région où les tensions sont déjà très fortes entre la population locale et les forces de sécurité indonésiennes. De l'autre côté de la frontière, une autre prise d'otage a eu lieu dans un contexte bien différent. Il s'agit d'un enseignant-chercheur néo-zélandais, mais professeur dans une université australienne qui menait une étude de terrain sur les migrations humaines avec une équipe d'étudiants papous près du mont Bosavi. Le groupe et les guides ont été kidnappés le 19 février par un gang armé, mais a finalement été libéré suite au versement par le gouvernement de Port Moresby d'une compensation de 26 815 €. En Corée du Sud, l'Assemblée nationale a adopté hier une résolution exhortant le Japon à retirer sa candidature visant à faire reconnaître une ancienne mine d'or en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO. La mine d'or de l'île de Sado a un sombre passé lié à la pratique du travail forcé, largement utilisé par le gouvernement japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a employé de nombreux travailleurs sud-coréens à une période où la péninsule coréenne était occupée par l'Empire japonais. Dans la résolution du Parlement sud-coréen, les députés disent regretter profondément l'initiative du Japon et appellent Tokyo à tenir sa promesse en fournissant des informations sur le travail forcé lors du dépôt de demandes de reconnaissance de ces sites industriels auprès de l'UNESCO. En 2015, en effet, le Japon a réussi à faire reconnaître l'île d'Ashima, un des symboles de la révolution industrielle japonaise pendant l'ère Meiji, comme patrimoine mondial, avec d'autres sites industriels de la période. Mais le Japon devait aussi faire un travail de mémoire et d'information sur le travail forcé, et les députés sud-coréens estiment que ce travail n'a pas été mené.
Cette question du travail forcé, mais aussi celle de l'exploitation sexuelle avec les femmes de réconfort, est au cœur des tensions entre les deux pays sur leur histoire commune. Les tensions sur le sujet sont si vives qu'elles ont contribué à alimenter un boycott de produits japonais en Corée du Sud en 2019. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.